Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je reçois Steph, Colas et Air France, de grandes entreprises qui viennent nous parler de la diversité et de l'inclusion au quotidien en fonction de leur mission. On va parler tout au long de ce talk, voilà, comment favoriser la performance et l'engagement par l'inclusion. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille Agnès Solastiouk. Bienvenue Agnès. Bonjour. Tu es responsable diversité et inclusion au sein d'Air France. J'ai le plaisir d'accueillir également Pascale Zurcher. Bonjour Pascale. Bonjour, bonjour à tous. Tu es directrice adjointe RH, diversité, inclusion et bien-être au sein de Colas. Absolument. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Céline Marcignac. Bonjour Céline, bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Tu es directrice responsabilité sociale au sein de Steph. Mesdames, je suis ravie de vous accueillir. On espère que tout le monde va bien également. Merci de nous rejoindre aussi nombreux pour ce talk. Vous avez un petit chatter à votre disposition pour échanger avec nous tout au long de ce talk. Vous pouvez nous adresser vos questions, nous y répondrons. N'hésitez pas à vous nourrir de l'expérience de ces trois grandes professionnelles qui sont avec moi aujourd'hui et pour mon plus grand plaisir. On va d'abord commencer par un peu revenir sur voilà, vos activités, vos entreprises, pour situer un peu tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. On commence par Agnès. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc Air France, effectivement, grande compagnie aérienne, environ un peu plus de 38 000 salariés. Et une entreprise, donc une compagnie qui par essence est ouverte sur le monde, qui relie les peuples et les continents. Donc l'inclusion, la diversité, ça fait vraiment partie des valeurs et des engagements de l'entreprise, et ce depuis de très nombreuses années. Juste rapidement pour rappeler, on est en train de renégocier à l'heure actuelle notre 12e accord triennal handicap, donc ça fait plus de 30 ans qu'on travaille sur ces thématiques, 6e accord égalité professionnelle également. Donc voilà, ça fait vraiment partie de l'engagement au quotidien de l'entreprise et du top management à l'ensemble des salariés. C'est quelque chose qui irrigue nos pratiques. Céline, Steph. Oui, alors nous, on est une entreprise de transport et logistique alimentaire sous température dirigée. On est présent sur le périmètre européen. Et notre mission, en fait, c'est de nourrir les différents pays européens. On peut se dire que 70% de notre réfrigérateur est livré par Steph. Donc nous, la diversité et l'inclusion, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. Aujourd'hui, notre population est constituée d'à peu près 30% d'ouvriers et d'employés, de 70% d'ouvriers et d'employés, 30% de cadres et de maîtrises. Et on travaille depuis très longtemps sur différentes thématiques de la diversité et de l'inclusion, bien sûr le handicap, l'égalité femmes-hommes, l'origine sociale, mais toutes les autres aussi. Et on a une promotion interne très importante. Et cette promotion interne, elle est aussi possible grâce à cette politique. Donc on pourra y revenir au cours de cette table ronde. Ça fait totalement partie de notre ADN. Avec grand plaisir. Merci pour cette introduction. Pascale, Colas. Alors, Colas est une entreprise de travaux publics, un peu comme Agnès, on travaille pour relier les hommes, puisque c'est à 80% de la construction et de l'entretien de routes, mais également de voies ferrées et de pipelines, donc transport de fluides également. Colas est structuré avec une forte proportion d'ouvriers, donc bien entendu 60% d'ouvriers, ce qui veut dire des populations non connectées. Et par rapport au sujet que nous portons, on verra que c'est une particularité qui a son importance. C'est aussi un groupe qui est composé de 60 000 collaborateurs dans 50 pays et 28 000 en France, répartis sur un grand nombre de sites et sur tout le territoire, donc ce qui nécessite une grande démultiplication pour imprégner tout le monde de nos sujets. Moi, la première question que j'avais envie de vous poser à toutes les trois, c'est comment on arrive à faire infuser cette culture de la diversité, de l'inclusion. On sait que c'est un combat qui est quotidien, c'est votre combat au quotidien. Par quel bout on prend les choses ? Par exemple, Céline, tu nous parlais de thématiques, on prend thématique par thématique, l'handicap, l'égalité pro du côté d'Air France depuis 30 ans et plus de 20 ans. Comment on démarre, comment on fait infuser cette culture finalement ? Tout d'abord, par une sensibilisation et une formation des personnels à tous les niveaux. Ça, c'est quelque chose qu'on partage toutes les trois, je crois. C'est vraiment d'être en capacité de proposer au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du comité exécutif, puis des différents comités de direction de pays, jusqu'en fait à la catégorie ouvrier, une explication,
un partage de langage commun en fait, sur ce qu'est la diversité et ce que veut dire l'inclusion. Et ça, c'est très important parce que c'est quand on arrive à partager cette culture et ces repères communs qu'on peut construire quelque chose ensemble. Donc pour moi, c'est d'abord la formation. Agnès? Effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. On a beaucoup de sensibilisation et on n'a jamais fini de la sensibilisation. Dès qu'on a l'impression de terminer, en fait, il faut qu'on recommence parce que c'est travailler sur les biais, les stéréotypes, on va dire c'est un peu la base de toute la politique de diversité et d'inclusion. Et il faut le faire sans cesse à tous les niveaux de l'entreprise. Donc ça, de sensibilisation, de formation. Et on s'appuie aussi, côté Air France, sur un réseau diversité qui est extrêmement engagé. On a des référents dans chaque direction. Donc ça permet d'avoir des ponts dans chaque direction et de travailler sur les thématiques, de les pousser au plus près du terrain. Donc ça aussi, c'est très important. Et je dirais aussi s'appuyer sur un réseau d'associations, que ce soit des associations internes ou externes. On travaille beaucoup chez Air France avec des associations sur l'égalité des chances, qui prônent aussi le mentorat. On a la chance aussi au sein d'Air France d'avoir des associations très présentes et très actives sur le handicap, sur la lutte contre les discriminations LGBT. Donc voilà, c'est important de travailler avec tout l'écosystème pour pouvoir pousser cette politique au plus près de l'ensemble des salariés. Et d'ailleurs, Pascal, oui. Ça tenait à cœur de nous parler de ce réseau. Absolument. Donc pour rebondir sur ce que vous disiez, moi j'ai à la fois une logique globale, c'est-à-dire des campagnes de promotion, des sensibilisations à l'égard de tout le personnel, des logiques de ciblage, les managers, la filière RH, plus ciblé, pas tant sur les thématiques, mais plus sur les populations. Et l'animation est quelque chose d'absolument essentiel. Donc effectivement, j'ai à la fois un réseau de référents diversité dans les différentes entités, les différents territoires, mais c'est aussi un réseau d'ambassadeurs beaucoup plus large. Et effectivement, on vient de... Alors c'est le réseau de femmes, entre guillemets, qui était en fait un réseau mixte dès le départ, vient de se repositionner en un réseau du bien vivre ensemble, ce qui me permet effectivement de pousser tous les thèmes de l'inclusion, de la diversité, de l'inclusion, mais plus largement encore du bien-être, puisque le bien vivre ensemble, c'est aussi le bien-être. Et comme j'ai la chance de porter les deux thématiques, j'utilise les thèmes en les maillant l'un avec l'autre. D'ailleurs, Agnès, tu nous parles d'intersectionnalité. Oui, c'est vrai que tout à l'heure j'évoquais rapidement la politique handicap, la politique EGAPRO, mais c'est vrai qu'il y a évidemment beaucoup de thématiques dans la diversité et je dirais l'enjeu à l'heure actuelle chez Air France, c'est d'essayer de sortir un peu de la logique des thématiques en silo et d'aller vers beaucoup plus de transversalité. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur qu'est-ce qu'être un manager inclusif dans l'entreprise, qu'est-ce qu'être un collègue inclusif dans l'entreprise. Donc c'est aller chercher différentes thématiques et les travailler en compétences transverses plutôt qu'en en thématiques uniques. Et ça, c'est l'enjeu actuel chez nous, effectivement. Et toi, Céline, tu me parlais d'un réseau où 40% d'hommes ont été répondants. Ça t'a surpris de manière très agréable d'ailleurs. Oui, on a beaucoup travaillé donc, sur notre politique et égalité professionnelle et mixité ces dernières années. Ça fait à peu près 3 ans qu'on a démarré cette démarche au sein de STEF avec d'abord un diagnostic. Alors c'est un secteur d'origine et très marqué masculin, puisqu'on a 79% d'hommes, 21% de femmes. C'est un point commun d'ailleurs. Oui, c'est un point commun. Dans vos 3 secteurs d'activité. Exactement. Et nous, pour pousser la démarche, donc parallèlement bien sûr à toute la sensibilisation, formation, l'accompagnement fait auprès des managers et des RH, on a lancé une campagne de volontariat auprès de notre encadrement au niveau européen pour créer un réseau interne. Et là, on a été très contents puisqu'en fait, on a 40% d'hommes qui se sont portés volontaires pour faire partie de ce réseau qu'on a nommé le réseau des mix-uppers en référence à notre démarche qui s'appelle Mix-up. Cette démarche, elle est vraiment ciblée, bien sûr, pour permettre une plus grande diversité dans notre entreprise, mais aussi pour satisfaire autant les femmes que les hommes à travers des sujets tels que l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, l'amélioration des conditions de travail, la parentalité. Voilà, donc c'est très beau parce que dans un secteur qui est très masculin, d'avoir 40% d'hommes qui se sont engagés au niveau européen sur cette thématique, c'est un succès. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est facile tous les jours.
En fait, il y a un gros travail à faire sur les stéréotypes, hein, comme le disait Agnès. En fait, c'est un sujet sur lequel il faut revenir en permanence, voilà, parce que on a des biais qui reviennent rapidement. Et puis, quand on attaque un sujet tel que l'égalité professionnelle et la mixité, on est vraiment dans une démarche systémique, donc on doit absolument, en fait, tout embarquer, autant le développement RH que l'amélioration des conditions de travail, la qualité de vie au travail, comme tu le citais tout à l'heure. C'est vraiment important d'embarquer tout le monde dans l'aventure. Et d'ailleurs, point commun également chez vous trois, c'est le volet international de vos entreprises. Comment on gère la diversité et l'inclusion quand on est à l'international, justement ? Écoutez, une première réponse, qui est celle que j'apporte, c'est que les politiques peuvent être mondiales et les plans d'action rester locaux. C'est-à-dire que les grands principes s'appliquent partout, mais par contre, chacun se le réapproprie et le décline en plan d'action en fonction de sa culture, de sa législation, parfois de sa religion. Donc voilà, c'est une manière d'approcher le sujet. Adapté. C'est ça, c'est une politique chapeau, des valeurs et effectivement après des plans d'action locaux parce qu'il y a des spécificités effectivement qui sont propres à chaque zone. Et puis, on disait que c'est important de sensibiliser tous les jours, mais aussi de multiplier en fait les outils et les formes de sensibilisation notamment. Chez Steph, il y a aussi une BD qui a été mise en place, des guides, c'est-à-dire qu'on va faire du print, on va faire du digital. Il faut absolument que ça puisse aussi toucher l'ensemble des populations, quelles que soient justement, qu'elles soient sur site ou non, qu'elles soient en mobilité ou non, qu'elles soient ouvrières ou non. Comment vous gérez ça au quotidien pour être sûr de toucher l'ensemble de vos populations chacune? Alors c'est un vrai beau sujet, parce que je disais tout à l'heure 60% d'ouvriers qui ne sont pas connectés. Alors pas connectés, je veux dire, ils n'ont pas d'adresse mail professionnelle, ils sont sans doute connectés à titre personnel. On démultiplie, comme tu le disais, les canaux de communication, les supports de communication, des webinaires, pour la filière RH notamment, des plaquettes, des affiches sur les chantiers. De plus en plus, on utilise le SMS parce que beaucoup d'entre eux ont des messageries professionnelles sur leur téléphone. Et puis, plus récemment, j'ai fait un film dédié au chantier, donc un film très court, très efficace, très simple, mais qui est passé dans les quarts d'heure sécurité sur les chantiers et lors duquel je peux parler de tout ce qu'on met en place en faveur du bien-être au travail, de la qualité de vie de manière générale et du bien vivre ensemble. Même réponse, en fait, les canaux de communication. Donc, nous aussi, on a beaucoup travaillé, en fait, à la fois sur le distanciel, le physique, la capacité à proposer des formats différents, en fait, si on est nomade ou si on est sédentaire. Ça, c'est très important. Et puis, être en capacité d'innover tout le temps. Donc, nous, par exemple, sur notre démarche égalité professionnelle, on vient de lancer, en fait, une newsletter sous format vidéo dans tous les pays en même temps, où en fait, pendant 15 minutes, on a construit une formule qui permet de faire un point sur l'avancée de la démarche, les chiffres clés, parce que c'est aussi important de mesurer d'où on part et comment on avance peu à peu, et puis avec des retours d'expérience, mais aussi des témoignages de difficultés pour que tout le monde s'y retrouve et finalement ressorte grandi avec de nouvelles idées suite au visionnage de cette newsletter. Et vous, en mobilité, alors Agnès, comment ça se passe ? En mobilité. Sur toutes les populations volantes, comment vous arrivez justement, par exemple, à les capter, ou les populations qui sont justement sur le tarmac, qui ne sont pas nécessairement non plus équipées d'ordinateurs? Effectivement, on a des populations qui sont très diverses chez Air France. On a des navigants, on a des personnels au sol, on a de très nombreux métiers, maintenance, cargo, passage, etc. Donc c'est vrai que l'enjeu, effectivement, c'est d'aller toucher toutes ces populations qui ont des contextes professionnels différents. Donc je dirais qu'effectivement, on fait un peu feu de tout bois pour essayer d'avoir une communication, une sensibilisation qui va au plus près effectivement de la cible. On a lancé depuis 2 ans chez Air France un mois de la diversité et de l'inclusion. Donc déjà l'année dernière en novembre, et on reproduit l'expérience cette année, pareil en novembre, on lance un mois complet dédié à la thématique de la diversité. Et là, ça veut dire quoi? Des webinaires, des événements dans les directions, des expositions photos. On en lance une cette année sur l'intergénérationnel. Donc voilà, on essaye d'aller effectivement à travers différents outils, pousser différentes thématiques et souvent effectivement on arrive à intéresser quand même pas mal de monde dans l'entreprise. Et qui dit aussi s'adapter à ses cibles, dit management de l'inclusion. Comment vous gérez chacune également le management de l'inclusion? Parce que
Cette politique diversité et inclusion, elle doit infuser, mais elle doit infuser au plus haut niveau. Donc, bien évidemment, le COMEX doit être partie prenante, la RH est partie prenante, mais l'ensemble des managers aussi, pour pouvoir le diffuser, le redescendre et incarner aussi ce leadership de l'inclusion auprès de leurs collaborateurs. Pour moi, il y a plusieurs points clés. Alors déjà, le modèle managérial, c'est fondamental, mais aussi aller et atteindre le management de proximité. Parce qu'au quotidien, en fait, la population, elle est encadrée par le management de proximité. Donc, ce n'est pas seulement avoir une intention dans un modèle managérial, c'est la mettre en application finalement auprès des managers qui sont le plus près de la population ouvrière, qu'elle soit sédentaire ou roulante. Ensuite, pour moi, il y a un autre point qui est important, c'est aussi notre capacité à travailler différemment sur le recrutement. Donc, cette capacité à tout le temps sensibiliser nos personnels de recrutement, la capacité à recruter sans CV, à travailler avec des assessment centers aussi pour vraiment sortir. Recruter sans discriminer. Voilà, vraiment sortir du cadre. Et ça, je pense que c'est important. Ça s'accélère et il faut encore plus que ça s'accélère demain. Puis après, je crois qu'on a un formidable outil qui est quand même l'entretien qu'on peut avoir annuel avec l'ensemble du personnel, où là, en fait, notre job, c'est quand même de conduire les managers à écouter au plus près, en fait, les spécificités de la personne, quelle qu'elle soit, parce que dans le domaine de la diversité, il y en a beaucoup, et répondre, permettre à la personne de s'épanouir et de progresser dans l'entreprise dans les meilleures conditions. Parce que le turnover, justement, vous parliez d'égalité homme-femme, ça peut être aussi un vecteur de turnover quelque part, quand on a un manque d'inclusion, un manque de diversité. Bien donc sûr, il faut aussi piloter ça d'un point de vue RH. Vous, justement, chez Colas, vous avez des accords et vous avez un leadership way. Oui, absolument. Alors, pour rejoindre ce que disait Céline tout à l'heure, les accords sont quelque chose d'extrêmement structurant. Alors, on n'a pas l'antériorité que vous avez l'une et l'autre dans vos politiques diversité, mais on a signé récemment 2 accords consécutifs sur la qualité de vie, puis la qualité de vie et des conditions de travail. Et notre accord égalité professionnelle est devenu un accord diversité, inclusion, égalité des chances. Ce qui veut tout dire, c'est que petit à petit, on évolue donc non plus vers les silos avec la mixité homme-femme, le handicap, etc., mais vraiment dans cette logique d'inclusion et du bien vivre ensemble. Et ces accords ont l'avantage de nous donner un socle, une espèce de légitimité. Ils sont évidemment chapitrés de manière à ce que tout le monde soit intéressé par les différents sujets. Donc ensuite, on adresse les différentes cibles. Les managers sont une cible essentielle. Je dirais même que c'est probablement la cible essentielle parce qu'ils sont des rouages, leviers ou freins, mais extrêmement importants de nos politiques. Le manager de terrain, le manager opérationnel. Oui, absolument. Et par contre, on sait les capter. Donc, on a à la fois des instances, moi j'interviens beaucoup dans des comités de direction, dans les réunions de chefs de centre, enfin, à chaque fois que j'en ai la possibilité, en rentrant par l'un ou l'autre des thèmes, parce qu'en fait la clé elle est là, il faut trouver le sujet du moment qui peut les intéresser. L'attractivité en est un, on a du mal à recruter autant qu'on... Donc l'attractivité, travailler aussi la marque employeur, la communication externe. Et quand on leur parle d'attractivité, de capacité à recruter, à staffer leur chantier, ça fonctionne très bien. Et puis, on a effectivement écrit un leadership way. Alors, leadership way, c'est parce que c'est le terme international, mais c'est en fait qui est le manager Colas demain, en termes de savoir-faire évidemment, mais en termes de savoir-être. Et en gros, l'idée, c'était de se dire, ceux qui ne se reconnaissent pas là-dedans, ou qui n'ont pas compris qu'en fait, ils ont intérêt à ressembler à ça pour évoluer demain chez Colas, il faut qu'ils se remettent en question. Et donc, le fait de le poser et de poser des grands principes de diversité, d'inclusion comportementale, dans ce leadership way permet à chacun de s'identifier, de se mesurer par rapport à ça. Bien sûr, c'est dans les KPI, bien sûr. Mais donc, ils savent quel est ce qu'on attend d'eux et que ça doit être inclusif. La première valeur de Colas, c'est quand même le respect. Donc, ça vient. Je crois que c'est une belle valeur commune d'ailleurs de 3 entreprises. Ça rentre complètement en résonance avec ça. Et le fait d'avoir inscrit ce qu'on attend de chacun en termes de comportement, ça aide aussi ensuite à leur donner, à faire en sorte qu'ils soient réceptifs
sur les sujets de communication qu'on pousse. Et à poser un cadre dès le départ. D'ailleurs, chez Air France, vous veillez, vous, au respect d'une tolérance zéro vis-à-vis des discriminations. Oui, et puis le COMEX s'est clairement engagé sur ce sujet de tolérance zéro vis-à-vis des discriminations, vis-à-vis des situations de harcèlement. Donc ça fait vraiment partie au top niveau d'un engagement qui ensuite concerne toute l'entreprise. Et effectivement, c'est important aussi que les managers soient des exemples et également dans leur pratique, dans leur langage, soient des exemples pour les équipes. Donc, effectivement, la diversité, ça commence aussi par la façon dont les managers se comportent sur le terrain et la façon dont on écoute les équipes, on les traite avec équité, avec justice, avec respect, en écoutant effectivement les divergences d'opinion, les idées de chacun. Donc, puisque la diversité, effectivement, c'est aussi la diversité des parcours, la diversité des formations, la diversité des origines, la diversité, voilà. Enfin, c'est pas uniquement l'égalité professionnelle ou le handicap, c'est beaucoup plus large que ça. Et effectivement, prendre en compte la diversité des profils et des façons de penser. Ça permet aussi de challenger la norme et de faire émerger quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on appuie. Être un manager inclusif, c'est tout ça en fait. C'est aller faire en sorte de chercher l'unicité, mais dans une démarche collective. Et d'exemplarité. Tout à fait. La question aussi, c'était de se dire que pour favoriser dès le recrutement, on va devoir aller plus loin aussi, nous, entreprises. C'est-à-dire que dès l'éducation, pouvoir avoir des portes, Céline, tu en parlais, oui. Dès le collège, pour parler des métiers, justement, oui. Pour aller contre les préjugés, contre les stéréotypes. Bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est très, très important d'avoir... Alors, si on zoome sur la France, c'est vraiment très important d'avoir accès à la jeunesse, à compter du collège, parce que finalement, ce que montrent aujourd'hui les études, c'est que les stéréotypes, ils se construisent très rapidement, dès la petite enfance. Et en fait, ils sont exacerbés au moment de la scolarité au niveau du collège. Et aujourd'hui, on voit que s'occuper seulement des jeunes au niveau lycée, c'est déjà trop tard. Donc, l'idée, nous, c'est qu'on est très, très, très présent au niveau de la classe de 3e. Et là, on va renforcer notre engagement dès la 4e. Pour parler, comme tu le disais, Agnès, de tous les sujets, parce que la diversité, c'est pas... Comme tu le disais, 25 critères de discrimination en France, pour le rappeler pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà. On a de quoi brasser, on a des sujets, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Et cette jeunesse, en fait, elle est intéressée par tous ces sujets. Et en fait, quand on va à leur rencontre, qu'on leur présente notre métier, qu'on leur présente les perspectives de développement, en fait, ils y viennent tout seuls en parlant de cette diversité parce que ça fait partie de leur vie. Et donc, ils vont passer d'un sujet à l'autre en disant « mais comment ça se passe, comment vous faites, etc. » Et pour l'égalité des chances, c'est très, très important de pouvoir, dès l'âge de 13-14 ans, discuter avec eux, montrer ce qu'est le monde professionnel, quels sont les métiers qui existent pour leur ouvrir un champ des possibles. Et est-ce que d'ailleurs vos salariés vous paraissent de plus en plus concernés justement par la diversité, l'inclusion, la sensibilisation? Est-ce que ce sont des sujets qui, quelque part, peuvent faire débat également en interne, qui peuvent ouvrir le dialogue peut-être? On parlait de l'empreinte de la vie perso, de l'éducation dans laquelle on évolue. Quelles sont justement les attentes de vos salariés vis-à-vis de la diversité et de l'inclusion aujourd'hui? Moi, je pourrais citer, on le voit concrètement quand on organise en fait des événements ou qu'on demande des volontaires. Par exemple, sur la thématique du handicap, nous, on a un engouement des équipes et un engagement qui est très, très important, systématiquement, à chaque fois qu'on organise des événements. Le réseau que je citais tout à l'heure, mixte sur l'égalité professionnelle, c'est aussi à un moment donné la résultante que l'entreprise, elle évolue en même temps que la société évolue. Et petit à petit, on voit, alors on peut voir aussi, je pense que l'une et l'autre, vous devez avoir ça, à travers les enquêtes de climat social, on voit aussi apparaître ces thématiques. Les fameux indicateurs dont on parlait tout à l'heure. Voilà, comment bien travailler ensemble, parce que notre thématique commune, c'est comment faire pour que tous nos salariés travaillent bien ensemble. Je t'en prie. Non, mais pas de souci. La diversité, l'inclusion, c'est aussi le droit à la différence.
Et donc, en fait, on arrive assez aisément à trouver des sujets qui touchent au droit à la différence ou à penser autrement ou à voir les choses autrement. Et en rentrant par ce canal-là, à les intégrer à la réflexion, dans toutes les sensibilisations, toutes les instances qu'on a pour prendre la parole, on voit de plus en plus de personnes qui adhèrent. Alors, il faut encore une fois choisir la bonne thématique, le bon point d'entrée. Moi, je suis très attachée à ça. Mais en fait, chacun se sent concerné par le droit d'être lui-même et qu'on respecte son point de vue et sa façon de s'habiller, de se comporter, etc. Et donc, les personnes adhèrent. Après, quand on va aller un cran plus loin en contexte professionnel, parler des obligations, parler des formations, parce qu'on a quand même des obligations aussi sur un certain nombre de thématiques, et de ce que ça implique pour eux dans leur quotidien professionnel, là, il faut un peu plus insister, un peu plus embarquer, parce qu'il ne s'agit pas juste d'être pris en compte dans sa différence, il faut aussi agir en faveur de la différence. Et pour revenir sur ce que tu disais concernant le réseau, moi, c'est vrai que j'avais un réseau en faveur de la place des femmes, où j'avais 60% d'hommes aussi, mais parce que la configuration de l'entreprise fait c'est ce qu'on espérait et ça a fonctionné. Le réseau du bien vivre ensemble a suscité l'adhésion de 500 personnes dès son lancement, et qui sont, à mon avis, 500 ambassadeurs demain des sujets de bien vivre ensemble, qu'on parle d'inclusion, qu'on parle de bien-être, qu'on parle de... Oui, parce qu'on parle de référents handicap, on parle de référents harcèlement, des référents bien-être et inclusion demain dans les entreprises. J'ai la chance de co-animer les formations pour tous nos référents agissements sexistes et harcèlement. Sexuel, ouais. Et on a intégré les RRH, parce qu'on s'est dit que tant qu'à faire, il fallait que les RH soient formés également. Et quand j'interviens sur ces formations, je n'hésite pas à déborder de l'agissement sexiste, parce que ça veut dire aussi tous les comportements inappropriés et que les discriminations en font partie. Et en fait, tout est très lié. Le bien vivre ensemble, c'est respecter l'autre et donc lutter contre tout comportement inapproprié, faire en sorte que l'harmonie soit la plus agréable possible pour tous. Agnès. Oui, je voulais juste rajouter, je pense qu'il y a une attente aussi de plus en plus forte de la part de la jeune génération. C'est vrai que nous, chez Air France, là, on a repris les recrutements. Donc c'est vrai qu'on voit arriver aussi pas mal de jeunes ces derniers temps. Et vis-à-vis de la diversité et de l'inclusion, ils ont effectivement des attentes peut-être encore plus précises que n'avaient les personnes, les salariés déjà en poste. Mais on a quand même, sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, on sent quand même une volonté d'engagement de l'ensemble des salariés dans l'entreprise, que dès qu'effectivement on lance des duodets, par exemple, on lance des demandes de mentorat, on cherche à impliquer les salariés dans le sujet, dans différents sujets. On a lancé là récemment des groupes de travail sur le racisme, la lutte contre le racisme. Et là, tout de suite, on voit qu'il y a vraiment une volonté, une envie de s'investir et de travailler pour la communauté d'entreprises au global. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir cette envie générale de faire avancer les choses. Et on a une question dans l'audience pour vous, mesdames. La sensibilisation est clé, mais comment savoir doser pour éviter les commentaires tels que « Ici, pour être promu, il faut être une femme, racisée, porteuse de handicap et non cisgenre », en caricaturant, bien sûr. Qui réagit à cette intervention de l'audience? Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions. Je trouve que c'était intéressant quand toi tu disais tout à l'heure que vous avez lancé un réseau mixité, mais qui était un réseau justement évidemment ouvert aux femmes et aux hommes sur le sujet de la féminisation et de la donc là typiquement c'est comment on embarque tout le monde. On ne va pas choisir un sujet en se disant ça ne concerne que la cible qu'on est en train de mentionner. Là c'est embarquer l'ensemble des salariés sur la thématique, parce qu'au final on sait bien que pourquoi on fait de la diversité, pourquoi on fait de l'inclusion, c'est pour le bien-être aussi collectif, pour la performance de l'entreprise. Donc il y a des sujets d'innovation, de créativité, de performance, mais aussi de bien-être collectif et le vivre ensemble dans l'entreprise. Et ça, c'est hyper important, c'est clair. Parce qu'on a des objectifs. Moi, pour échanger avec d'autres clients, on nous dit oui, mais moi, par exemple, comme vous, où on a majoritairement des hommes, oui, mais moi, j'ai un objectif de féminisation. Je dis ça parce que le commentaire qui vient là, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut pouvoir atteindre des chiffres au-delà des indicateurs qu'on a. Comment, justement, ne pas avoir l'impression d'être juste un chiffre ? Alors, il est vrai que la loi française, avec les bons et les mauvais côtés, nous impose des chiffres de mixité homme-femme. On a l'index égalité, on a RIC1, on a des pourcentages de personnes en situation de handicap à atteindre dans l'effectif. Mais au-delà de ça, j'en viens au point précédent, c'est-à-dire qu'on a eu toute l'époque où on avait le réseau de femmes, le réseau LGBT, le réseau d'une autre minorité, et qui font qu'on fait un focus à un moment donné, et c'est ce qu'on a fait chez Colas pendant quelques années, un focus sur les femmes, le pourcentage de femmes qu'il fallait atteindre, etc. Les femmes en ont marre, les hommes aussi,
Et donc, je trouve que le fait d'appréhender les choses dans leur globalité permet aussi d'arrêter ce focus sur les femmes. Alors, c'est moins valable pour le handicap, parce que bien sûr, on compte les RQTH et c'est comme ça. Mais, les 7,2%. Ah oui, les fameux. Bon. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, en appréhendant les sujets dans la globalité et en évitant de faire des cristallisations sur une population plutôt qu'une autre, on va plutôt dans le bon sens. L'intersectionnalité, hein. Oui. Pour revenir, Agnès, hein, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Oui. La transversalité. La transversalité Ce des que tu sujets, disais. ouais. Ce que tu disais tout à l'heure, la transversalité des sujets. Et puis, je pense qu'il y a un point important aussi, c'est en permanence ne pas perdre de vue l'ambition stratégique du groupe. Parce que notre politique diversité-inclusion, elle répond à un moment donné à un objectif stratégique pour l'entreprise. Alors, quel que soit le point d'entrée, hein, ça peut être un point d'entrée attractivité, comme tu le citais tout à l'heure, mais ça peut être aussi un point d'entrée qualité de vie au travail, où on a besoin beaucoup d'accentuer. Ce qui est vraiment important, c'est donner du sens à la ligne managériale et RH du lien avec la politique stratégique, mais aussi à l'ensemble du personnel, parce qu'en fait, on peut tout expliquer en donnant une vision transversale et en expliquant, voilà ce qu'on poursuit, nous, chez Steph. Dans notre plan stratégique, on a un pilier People Care. Bon, bah, People Care, voilà, on embarque dedans la qualité de vie au travail, le care management, voilà, le care management, l'amélioration des conditions de travail, la diversité et l'inclusion, le bien travailler ensemble. Donc c'est ça aussi, c'est ne pas être sur du silo, comme on le disait, travailler en transversalité et toujours raccrocher à l'ambition du groupe, à l'ambition du site où on travaille, hein, quand on veut être au plus près du terrain au niveau local, parce qu'on travaille dans différents pays et c'est vraiment très très important de pouvoir donner du sens en local. Mais ça, faut pas perdre ça de vue aussi et rester seulement sur notre expertise. Oui, la cohérence est essentielle. Ouais. Nous, notre stratégie est fondée sur la RSE. On a une démarche qui s'appelle ACT, qui est Act and Commit Together, donc agir ensemble. Et on a effectivement le même axe sur le People Care. Et donc, ça tire en fait l'ensemble de nos politiques RH en faveur des sujets pour lesquels on se retrouve aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, vous êtes réunis parce que le point commun de vos trois entreprises, c'est que vous êtes utilisatrices d'une solution qui s'appelle Vivre ensemble la diversité, qui est un module e-learning fait de petits cas interactifs, serious game de mise en pratique pour se mettre à la place d'eux et justement travailler sur les stéréotypes, les préjugés. On va découvrir ensemble le teaser, on se retrouve juste après. De nombreuses formes de discrimination se manifestent dans le cadre professionnel. Où en est votre entreprise? Vous avez les compétences et l'expérience, c'est vrai, rien à dire. Mais pour ce poste, c'est un peu plus compliqué que ça. Michel ne t'a pas choisi pour gérer ce projet? Pourtant, t'es clairement le mieux placé dans l'équipe. J'avoue que je comprends pas non plus, mais a priori, la mission est pour Charles. Pour la promotion, je pense à Sandra. C'est elle qui a les meilleurs résultats. Sur ces résultats, je te rejoins. Mais bon, enfin c'est malheureux à dire, mais elle a 35 ans et pas encore d'enfant. Imagine, elle prend du grade et elle tombe enceinte. Là, c'est tout le service qu'en fait les frais. Tu as appris pour la refonte de notre site internet? Qu'est-ce que j'aimerais travailler dessus. Ah bon? T'es un pro du net, toi, maintenant? Qu'est-ce qui se passe, Alain? C'est la crise de la cinquantaine, c'est ça? Il y a encore beaucoup à faire pour lutter contre les discriminations. Que vous soyez collaboratrice, collaborateur, manager, utilisez le programme Vivre ensemble la diversité pour expérimenter des situations clés et développer vos compétences en matière de diversité. Découvrez les principaux critères de discrimination grâce au parcours commun ouvert à tous. Pour les managers, un parcours spécifique propose un entraînement plus poussé. Plongez dans des activités variées pour couvrir toutes les thématiques. Expression religieuse, origine, sexe, syndicalisme, orientation sexuelle, handicap, âge. Et ce n'est pas tout. Testez vos acquis en répondant au quiz. Et approfondissez vos connaissances grâce aux commentaires personnalisés, analyses et vidéos d'experts. Vivre ensemble la diversité, votre outil de sensibilisation aux enjeux de la diversité et du travailler ensemble.
De retour en plateau pour ce talk en compagnie de Colas, Steph et Air France. On espère que tout le monde va bien dans l'audience. N'hésitez pas à interagir avec nous, à nous poser vos questions ou alors à nous dire également quelles sont les formes de mise en place de sensibilisation que vous avez mis aussi en place au sein de vos organisations. Vivre ensemble la diversité, vous avez toutes adhéré à ce module e-learning. De quel besoin ça part ? Pourquoi opter pour un module e-learning qui vient traiter une partie des thématiques mais qui s'adresse en fonction du manager ou du collaborateur en termes de cible? Quel était le besoin identifié chez vous en complément de toutes les actions que vous avez pu mettre en place? Nous, de notre côté, on avait besoin de trouver une solution en fait, qui puisse s'adapter à toutes nos équipes qui sont nomades, qui travaillent sur un périmètre national ou régional, et de trouver une solution innovante qui s'adaptait à nos besoins. Donc, on a travaillé en collaboration pour développer cette solution. Et là, nous, on a fait le choix de travailler sur un déploiement sur 6 mois. Avec des relances auprès de nos managers et de notre fonction RH. Et à date, on peut dire que c'est plutôt un succès. En fait, on a un très très bon retour sur cette solution parce qu'elle est adaptable, elle peut être suivie progressivement, les gens peuvent se connecter n'importe où. Et puis, elle a une vraie différenciation, c'est que les gens se sentent complètement plongés dans les situations puisqu'en fait, ils ont l'impression de vivre à travers le jeu leur quotidien et les questions qu'ils ont à régler en tant que manager ou collègue quand c'est le parcours collaborateur. Agnès? Oui, c'est ça. On cherche une solution un peu, évidemment pédagogique, mais aussi ludique, qui soit pas trop non plus moralisatrice. Et donc pouvoir se mettre dans la peau d'une personne discriminée ou dans la peau de quelqu'un qui discrimine. Donc voilà, vivre l'expérience, si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas le faire de façon vivante. Et donc ça correspondait à cette attente. Pascal? Alors, on a commencé avec celui qu'on appelle VELD maintenant. Vivre ensemble la diversité pour l'acronyme. Et en 2019, en réponse à la loi qui nous obligeait à former à la non-discrimination toutes les personnes impliquées dans le recrutement. On s'est dit, les RH, ok, on sait faire, on a des formations RH, mais c'est beaucoup plus large que ça, on va former tous nos managers. Donc, il nous faut quelque chose qui soit utilisable partout en France, déjà en France et en Europe, puisqu'il y a une déclinaison également internationale, que chacun puisse le faire dans son coin, entre guillemets, et sans jugement. C'est-à-dire qu'en dehors des formations où on se teste tous sur la discrimination, là, l'avantage, c'est que chacun est seul face à son écran, en situation, effectivement, de manière plutôt ludique. C'est quelque chose aussi qui nous est remonté très rapidement, avec des mises en situation concrètes. On se teste, on voit comment ça réagit. Et donc, ça a toutes les vertus d'une sensibilisation courte, efficace, pédagogique, évidemment, ludique et pratique. Et on a la possibilité aussi d'utiliser en atelier avec le manager, les collaborateurs, en présentiel, de pouvoir justement ouvrir le débat et échanger pour justement aller plus vers un vivre ensemble dont vous parliez toutes les trois. Ouais, c'est quelque chose que j'ai testé en fait la première fois, c'est en Outre-mer où on m'a dit « t'as pas un support PowerPoint pour présenter les politiques diversité ?» Et pour moi, PowerPoint aujourd'hui, je me dis c'est... Voilà. Et j'ai pensé à utiliser le module, voilà, on va dire ça, statique. Et j'ai pensé à utiliser le module parce qu'en plus, par rapport à nos populations de travaux, c'est beaucoup plus animé. Et je lui dis, tu testes 1 ou 2 engagements et en jouant tous ensemble, en fait, et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que les gens se prennent au jeu, ils testent, moi je ferais plutôt ça, et toi, qui vote pour cette solution, qui... Et en fait, c'est un super outil d'animation sur nos sujets qui permet de passer les mêmes messages, mais de manière beaucoup plus agréable. Et de générer de l'émulation en fait. Que le PowerPoint. C'est vrai qu'on l'utilise un petit peu de la même façon que chez Colas. Effectivement, on peut le faire seul. Chacun est libre d'aller, de faire le serious game derrière son ordinateur, mais on le propose aussi effectivement en groupe. Et c'est hyper intéressant de pouvoir susciter la discussion, le débat. Alors, on ne déroule pas tout le serious game en groupe, mais en même temps, après, ça permet aux personnes qui veulent poursuivre poursuivre l'aventure derrière l'écran. Mais en tout cas, on a impulsé quelque chose et ça, c'est important. Oui. Comment vous l'avez déployé, vous? Parce que, du coup, Pascal, tu nous as répondu, mais chez Steph et Air France, progressivement, d'abord sur les populations managériales, en France, en Europe, à l'international. Nous, on l'a déployé pour toutes les populations, donc on n'a pas fait de distinguo, donc ouvert à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
en France et à l'étranger, puisqu'on a aussi la solution en anglais. Donc voilà, et on pousse régulièrement en fait ce Serious Game. À chaque fois qu'on communique sur la diversité, on a toujours rappelez-vous, telle formation est accessible, etc. Donc voilà, on repousse le Serious Game très régulièrement dès qu'on communique sur la diversité. Donc accessible mais pas obligatoire. Ce Serious Game n'est pas obligatoire. On a d'autres formations obligatoires, mais pas celui-là, pas celle-là. Donc nous, on a démarré par la France, en fait. Là, on est sur des populations d'encadrement, sur tout le périmètre national et en région. On s'est donné, en fait, 6 mois pour pouvoir leur permettre le temps de suivre le module. Et ensuite, se posera la question de comment on peut le déployer de façon plus importante. Voilà. Le choix, c'est de le faire étape par étape. Comment on intègre une formation comme ça? Parce que vous avez des grandes entreprises, donc vous avez chacune des LMS oui. Pour la notion technico-pédagogique. Comment on arrive justement à mettre en exergue, à ne pas noyer les formations parmi d'autres formations quand on est sur la partie, le volet digital, justement? Et intermétier, si je puis me permettre. Intermétier, ce qui est très important, en fait, c'est toute la partie communication avant de lancer ce Serious Game, parce qu'effectivement, dans nos populations à l'heure actuelle, il peut y avoir plein de modules qui se superposent. Il faut faire attention, en fait. Il faut bien gérer ça, parce qu'à un moment donné, les gens peuvent avoir sinon la sensation d'en avoir trop et de ne plus savoir, en fait, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'il faut suivre. Là, c'est important. D'aller vers l'obligatoire, comme le disait Pascal. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment de toucher la filière managériale et RH pour donner du sens. Pourquoi, en fait, ce module arrive, il correspond à quoi, il s'inscrit dans quel objectif, pour quelle performance, parce que sinon, le risque, c'est de multiplier les formats digitaux et de leur donner l'impression de ne pas savoir par où commencer. Puis après, je pense que la partie débriefing avec les équipes, elle est très, très importante, parce que c'est des sujets qui touchent, qui font réfléchir. On n'a pas forcément tout de suite, en fait, une prise de recul par rapport à ce qu'on vient de vivre dans le Serious Game. Et moi, ce que je perçois là, après 3-4 mois de déploiement, c'est qu'on voit quelques mois après des espaces de discussion se créer en fait, sur la thématique pour comparer les expériences finalement et chercher les meilleures pratiques. Donc ça, je crois qu'aussi, il y a tout un process au fur et à mesure. Nous, on démarre, donc on teste aussi des formules. La formule des briefings collectifs, je pense qu'elle est extrêmement intéressante et je pense qu'elle nourrit aussi la politique diversité et inclusion parce que, comme le disait Agnès, on a besoin aussi d'écouter les équipes sur ces sujets-là et de se nourrir de leurs retours pour faire progresser nos pratiques. Pascal. Alors, ça se plug très bien sur la plateforme LMS. Nous, on l'a effectivement intégré à notre plateforme sans aucune difficulté. On peut aussi le personnaliser. Package score pour tous les connaisseurs. Voilà, sans doute. On peut aussi le personnaliser, c'est-à-dire intégrer des contenus colas, ce qu'on promeut nous comme charte, etc. Donc on peut l'intégrer, absolument, on peut l'intégrer à la plateforme. Dans le déploiement, donc nous, 2019, obligatoire pour les managers, on a acheté à plusieurs reprises des licences, on vient d'acheter aujourd'hui le module, parce que maintenant, voilà, on est convaincus et on le déploie beaucoup plus largement. On le déploie sur tous les cadres, toute la filière RH, mais en obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 5 formations qui sont obligatoires chez Colas et celle-là en fait partie. À l'onboarding ou... À l'onboarding, sûr. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas fait à l'onboarding, parce qu'on est quand même un certain nombre à être là depuis longtemps, c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont jusqu'à la fin de l'année pour faire ce module-là, en plus du module sécurité informatique, etc., sécurité physique. Bon, c'est un des 5 modules obligatoires pour tous les cadres et tous les collaborateurs de la filière RH. Chez Air France. On a lancé il y a 1 an maintenant ce qu'on appelle une Learning Channel donc au sein de notre plateforme de formation qui s'appelle My Learning. Et donc ça permet en fait de centraliser les contenus qu'on veut pousser. Donc typiquement, effectivement, il existe un nombre incalculable de contenus, donc on peut parfois s'y perdre. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher ce qui nous paraissait intéressant et de le pousser aux salariés de cette façon. Donc typiquement, le Serious Game fait partie de cette Learning Channel. Donc voilà, ça permet de rationaliser un peu les contenus et de permettre aux salariés de s'y retrouver de façon un peu plus claire dans la multitude de contenus qu'on retrouve sur le net ou ailleurs. Donc voilà, c'est la façon qu'on a trouvé. Au-delà, donc je parlais tout à l'heure de le fait de le pousser régulièrement, mais en tout cas, voilà, on le retrouve aussi dans un espace un peu plus clairement identifié qu'est cette Learning Channel.
Vous l'avez déployé depuis plus ou moins longtemps. Quels ont été les retours des utilisateurs, des collaborateurs, des managers? Dans l'ensemble, très bon. C'est pour ça qu'on est là. Non, mais c'est vrai qu'en plus, à l'issue de la formation, il y a possibilité effectivement de faire un retour rapide du ressenti. Et là, je prends vraiment l'exemple Air France sur 5 étoiles. On est à 4,6 sur 5 avec des très bons retours, contenu très interactif, vivant, situations concrètes, solutions innovantes. Donc voilà, je prends quelques verbatims comme ça qui me reviennent à l'esprit, mais c'est vrai que dans l'ensemble, les retours sont très bons. Alors nous, on a démarré plus récemment, mais ce sont les mêmes verbatims, donc solutions innovantes. Le côté ludique, ça s'est revenu maintes et maintes fois. Et puis enfin, les situations concrètes. Parce que là, vraiment, ils se sentent totalement impliqués dans la situation, l'ont déjà vécu, ou s'imaginent le vivre, et finalement, ils ressortent grandis de cette formation, quoi. Oui, plutôt qu'une formation top-down, ce qui ressort, c'est vraiment, on peut se l'approprier très vite, parce qu'on est en situation, c'est concret, ça passe bien. En fait, ça va vite, ça passe bien, on ne s'ennuie pas, c'est animé, c'est dynamique. Voilà. On va passer aux bonnes pratiques plus largement sur vos fonctions à toutes les trois. On a d'ailleurs une question qui nous est arrivée en matière de formation. Est-ce que vous avez testé la réalité virtuelle? Non. Alors nous, on est en train de la tester en fait pour l'intégration sur le volet sécurité. C'est très très important pour nous. On a une politique santé, sécurité au travail sur lequel on ne lâche rien. Et là, on est en train de tester, en fait, dès le onboarding, comment on peut utiliser la réalité virtuelle pour vraiment mieux former nos salariés et les protéger. Et puis, on a une autre question. Vous développez la manière dont vous déployez votre politique. Merci pour ce partage. Mais comment mesurez-vous que cela favorise la performance et l'engagement, qui était un peu le titre de ce talk? On y est arrivé puisqu'on était sur les bonnes pratiques à partager. On parlait des indicateurs tout à l'heure. Justement, quelles seraient les bonnes pratiques à partager pour tous les responsables diversité et inclusion qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont peut-être à des stades très différents aussi de déploiement et d'infusion de ces politiques en interne? Alors moi je dirais être bien vigilant en fait sur toute la partie processus et pratique RH et managériale, à bien en permanence se challenger, avoir une vision diversité, inclusion, parce que finalement on voit qu'on progresse en permanence sur ces sujets. Il faut toujours se challenger, se remettre en question, regarder avec un œil neuf ce qu'on fait pour progresser. Donc je dirais ça en premier. Nous, on a lancé cette année des audits, notamment concernant le recrutement et concernant l'évolution professionnelle. Donc, quand on parlait de mesurer, typiquement, on est allé regarder dans nos process RH comment ça se concrétisait en termes de recrutement. Est-ce qu'on était vraiment une entreprise inclusive concernant le recrutement, l'évolution professionnelle? Et ça permet, comme tu disais, de re-challenger ces pratiques, de voir là où on est bon, là où il y a des progrès à faire. Parce qu'effectivement, on en rediscutait toutes les trois. La diversité et l'inclusion, on n'a jamais terminé. C'est un travail de chaque instant. Et on ne peut pas dire à un moment donné, ça y est, c'est bon. La boucle est bouclée. Je raccroche les gants, j'arrête la carrière. On peut toujours challenger effectivement ces pratiques et ces process, et c'est ce qu'on fait notamment à travers ces audits qu'on a lancés cette année. Je sais que là, ça se il n'y aura plus de sujet de diversité le jour où les responsables diversité disparaîtront. Il n'y en aura plus besoin. Alors justement, mesdames, est-ce que vous faites partie des métiers dont l'obsolescence est programmée? Alors, pour répondre plus sérieusement, moi je dirais qu'il y a, tout d'abord, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'il y a les décisions de l'entreprise, il y a les accords qu'on négocie et qu'on publie, mais la majeure partie de mon travail, en tout cas à moi, c'est l'animation. C'est comment on déploie, comment on fait vivre, comment on communique, comment on fait en sorte que ça descende au plus près des collaborateurs. Et quand on est une entreprise avec beaucoup de strates, plus les strates sont nombreuses et plus c'est compliqué. Mais comment tout ça percole dans l'entreprise et descend au plus près du terrain. Après, mesure, c'est un sujet et c'est très compliqué sur ces sujets, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très important aussi. On a vaguement parlé tout à l'heure, très rapidement parlé en tout cas des partenaires, mais je crois qu'il y a des actions symboliques qui sont très fortes. C'est-à-dire qu'on a signé chez Colas, quand j'ai créé le poste, la charte de la diversité. On a signé plus récemment, en 2022, l'engagement STOP,
On est partenaire d'Elle Stop aux Bouge. violences sexistes Stop et aux violences ordinaires, sexuelles, absolument. ordinaires, faites au fond. Et les engagements que prennent nos dirigeants à différents niveaux dans une initiative comme Stop, pour ne citer que celle-là, sont aussi des marqueurs d'une volonté de l'entreprise d'aller vers le zéro tolérance, comme on l'a dit. Et ça vient rythmer une espèce de communication de fond, mais avec des moments comme ça qui sont symboliquement très forts et qui font que ça fait avancer l'entreprise. Si vous aviez une bonne pratique à retenir, à partager, pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, et en attendant, ceux qui le souhaitent peuvent nous adresser leurs questions. Nous allons y répondre. Parce que finalement, la réalité, c'est quoi? C'est le terrain qui doit porter le changement et qui doit l'incarner. Moi, je dirais, les sujets de diversité sont souvent des sujets qui touchent les individus à titre personnel. Un combat qu'on choisit de porter parce qu'on est concerné à titre personnel. Je me rends compte aujourd'hui, parce que je suis de plus en plus identifiée, que beaucoup de gens m'interpellent sur des thématiques de parentalité, donc je déborde un petit peu, mais sur le handicap, sur du sexisme, Et en fait, derrière, ces personnes-là sont d'extraordinaires ambassadeurs. Et je pense que sur nos métiers, toutes les personnes qui veulent être ambassadeurs ou ambassadrices d'un sujet, toutes les personnes qui ont envie de jouer avec nous et de porter un sujet quel qu'il soit, il faut faire welcome et s'appuyer sur toutes les bonnes volontés, réseau officiel, réseau informel, réseau en faveur de la place des femmes ou du bien vivre ensemble. Voilà, toutes les personnes qui veulent contribuer, il faut les accueillir à bras ouverts. Je te rejoins complètement et j'ajouterais ce qu'on disait tout à l'heure, les moments phares et de communication au plus haut niveau. Parce que l'exemplarité dans ce domaine, elle est très très importante pour que dans le temps, ça s'ancre et que ça infuse en fait à toutes les strates de l'entreprise. Comme tu le disais, hein, les managers, c'est la cible, les managers de proximité, c'est la cible, la cible la plus importante puisque c'est eux qui sont au contact des équipes chaque jour. Et c'est important aussi qu'il y ait cette mise en avant, cette exemplarité, cette communication d'engagement fort au plus haut niveau. Donc à 100% d'accord avec toi, bienvenue à tous les volontaires et merci à nos dirigeants pour les communications qu'ils peuvent faire et les engagements qu'ils prennent en interne comme en externe sur ces sujets. Agnès. Moi, je dirais aussi faire comprendre pourquoi on fait de la diversité, pourquoi on fait de l'inclusion, enfin, à quoi ça sert tout ça, et mettre aussi en avant finalement l'ampleur des inégalités. Parce que souvent, on n'a pas forcément conscience de cette ampleur. Et ça démarre aussi par là, c'est la prise de conscience. Et après, effectivement, ça favorise l'engagement. Enfin, on a beaucoup de salariés qui se disent ben oui, il faut y aller là, parce qu'il y a des choses effectivement qui ne sont pas complètement normales. Donc voilà, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Il faut multiplier les sources d'information, il faut impliquer les salariés, il faut les engager, il faut s'appuyer sur le collectif, il faut faire bouger les choses. La tâche, elle est complexe, on ne va pas se mentir. C'est de se poser la question, hein, tu en parlais Céline, c'est quoi le collectif, c'est quoi l'entreprise, la performance, le bien-être, l'innovation. Et il ne faut pas être moralisateur, ça c'est un autre message qu'on voulait vraiment faire passer. Il faut toucher toutes les strates, mais bien évidemment le managériat, le RH, le COMEX, le terrain, pour faire infuser cette culture dans l'organisation. J'ai des nouvelles questions pour vous. Nous avons créé une communauté des alliés de la diversité avec une formation physique, puis la possibilité d'être ambassadeur, champion de la diversité, hein, pour relayer les messages et travailler avec l'équipe diversité et inclusion sur les sujets d'inclusion. On nous demande, pouvez-vous revenir sur comment vous êtes sorti d'un réseau de femmes à un réseau du bien vivre ensemble? Y a-t-il eu des résistances? Alors, j'ai anticipé les résistances. On va dire ça. Le réseau, quand je suis arrivée chez Colas, avec une expérience chez Bouygues Construction en termes de réseau de femmes, on m'a demandé de créer un réseau de femmes. Je dis avec 9% de femmes, on va plutôt créer un réseau mixte, parce que sinon ça va être compliqué de faire sans les hommes. Et le réseau s'est donc lancé il y a environ 5 ans. Il n'a pas bien pris en France. Il a toujours un peu végété. J'ai eu beaucoup de mal à le faire vivre alors que j'avais été impliquée dans celui de Bouygues Construction et ça se passait très bien avec des populations similaires. Mais autant ça a bien décollé aux USA, au Canada, en France c'était plus compliqué. Et petit à petit, j'ai essayé d'élargir un petit peu le rôle du réseau. Ça restait pour la place des femmes, mais la place des femmes, ça veut dire tellement de choses.
que voilà, j'ai commencé à mûrir dans mon esprit le fait que ça pouvait être intéressant de l'ouvrir plus largement. Et ce que j'ai fait, je suis allée voir, donc j'ai 6 grosses structures en France, je suis allée voir le DG et le DRH, ensemble ou séparément, en leur disant « qu'est-ce que tu penses de… » et en élargissant le sujet. Et donc j'ai noyauté un petit peu, j'avoue, les instances dirigeantes des 6 structures avant d'écrire vraiment la feuille de route de ce nouveau réseau et de le lancer. Est-ce que vous avez eu des réticences dans des lancements que vous avez pu faire? Parce que c'est important aussi de se dire que parfois on a des casseroles, parfois on a des résistances, que tout ne fonctionne pas. Et donc c'est pour ça que c'est un combat aussi de tous les jours. Moi, clairement, quand on a lancé notre réseau Mix-Up, tout le monde se posait la question si ça allait fonctionner, hein, parce que lancer un réseau mixte dans un secteur qui est très marqué par le masculin, c'était un challenge. Je pense que certains et certaines n'y croyaient pas. On a fait une grande campagne de communication, voilà, on a levé les résistances. Je trouve que c'était très intéressant ce que tu disais tout à l'heure, aussi d'insister en fait sur donner les chiffres, montrer les inégalités pour que les gens se les approprient et à un moment accompagner la conduite du changement. Voilà. Et puis en fait c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un processus d'amélioration continue. C'est ça. Et puis permettre aux gens finalement de faire un choix éclairé et de se dire ok, moi je m'engage et j'y vais, quoi. Merci à toutes les 3 d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Merci de vos partages riches d'expériences. On l'a compris, hein, c'est le terrain qui doit porter ce changement. C'est un combat de tous les jours. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à la FMD, au MEDEF pour cette semaine aussi de l'inclusion. C'est important hein, de porter ces messages. Et on vous souhaite une très belle journée à tous. On se retrouve bientôt pour un nouveau talk. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.